Bonjour. Alors, il se trouve que l'actualité est en train de se recouper avec ce qui vous plaît apparemment sur la chaîne. Donc, bah, ça tombe bien, nous allons en parler. Mais alors, d'abord, je résiste pas à l'instant comique qui est quand même relié finalement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. L'instant comique, et d'ailleurs, petite parenthèse, bon, je dis ça simplement, mais je pense que vous comprendrez, je ne peux pas accepter les commentaires insultants ou les commentaires violents contraires aux lois. Je pense que vous le comprenez tout à fait. Je ne pourrais pas les laisser se publier tels quels. Voilà. Je voulais dire, après, tout débat politique est possible, mais voilà. Je pense que vous comprenez bien. Qu'est-ce qu'on a en fait? On voit quelqu'un qui vient nous dire nous devons tout mettre en œuvre pour empêcher l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Alors en fait, pourquoi ça me fait rire? Parce qu'après tout, on parle quand même quelque chose de sérieux. Bah, en fait, la personne qui dit ça, quand même, elle a quand même réussi trois exploits. Elle a, elle a réussi absolument trois exploits. Déjà, elle était au pouvoir pendant trois mandats de suite, je crois, au moins. Et pendant ces trois mandats, elle a trouvé le moyen, quand même, je dois avouer que c'est exceptionnel, elle a quand même trouvé un pays florissant, l'Allemagne, un des pays les plus avancés, et elle a trouvé premièrement le moyen de mettre ce pays-là pieds et poings liés, de donner quelque part les menottes, on va dire, bah, déjà aux Russes, premièrement, pour commencer, avec bah, le fait d'arrêter les centrales nucléaires et de tout miser sur le gaz. C'est effectivement sous sa direction que ça s'est fait, donc elle peut être fière de ça, mais elle peut être fière aussi bah, que ce même lien, ces mêmes menottes, maintenant ne sont plus tenus par les Russes, mais sont tenus par les Américains, qui peuvent lui fournir à prix extrêmement cher, en fait, le gaz. Sinon, eh ben, on se demande comment les Allemands feraient pour produire et donc éventuellement pour avoir une économie qui tient un peu la route et qui se porte maintenant plus mal que l'économie française, ce qui n'est pas peu dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut pas oublier que cette personne-là, il y a 10 ans, avait appelé aux réfugiés welcome. Et maintenant, 10 ans après, on en voit le résultat. C'est le chaos dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup, maintenant, l'Union européenne, tant bien que mal, revient un peu sur cette folie. Je suis étonné que, quelque part, il n'y ait pas des demandes de responsabilité à un moment donné, quand des gens prennent des décisions, ils doivent quand même devoir pouvoir répondre de leurs décisions. Ça, c'est absolument incompréhensible que ça ne se passe pas en Europe. Pas la seule personne d'ailleurs pour laquelle ça ne se passe pas, mais c'est absolument incompréhensible. Parce que c'est la moindre des choses de la démocratie que quand on fait des erreurs, il faut quand même pouvoir s'expliquer. Or là, on le voit bien dans tous les pays, je veux dire, depuis 10 ans, la violence a monté d'une manière absolument incroyable. C'est effectivement le chaos dans beaucoup de pays. Je pense pas seulement à la France, hein, mais il y a aussi la Suède, avec une augmentation j'ose même pas dire le nom de peur d'être censuré par YouTube. Mais enfin, vous m'avez compris. En Allemagne, c'est pareil. Je veux dire, grâce à cette brave dame, il y a quand même malheureusement beaucoup d'Allemands qui ont été obligés de, comment dire, partir pour un long voyage. C'est absolument terrible. Et c'est comme ça on voit les autres pays qui sont en train de commencer seulement à faire ce qu'elle avait demandé, et bien où ça se passe de plus en plus mal aussi. Donc c'est assez terrible en fait. Ça c'est le deuxième, la deuxième grande réussite de cette personne. Finalement, ce que ses ancêtres n'avaient pas avaient pu éviter, eh ben finalement, elle a tout simplement provoqué. Je dois avouer que je ne sais pas comment les, comment dire, les anciens dirigeants allemands la regardent, mais franchement, ça doit quand même être un peu particulier. D'autre part, le troisième point, en fait, le troisième point,
C'est que, au final, la conséquence de tout ça, c'est qu'elle a quand même réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que la plupart des gens pensaient que c'était impossible, mais elle a quand même, grâce à sa politique, permis en fait la résurgence de l'extrême droite et d'idéologies qu'on croyait, mais vraiment devenues complètement étrangers à l'Allemagne et aux Allemands. C'est ça, à mon avis, peut-être la chose la plus étonnante qu'elle a pu réussir pendant son mandat, c'est absolument incroyable. Bon, je dis ça avec ironie, hein, je précise quand même. Je trouve ça absolument incroyable. C'était prévisible. Moi, je me rappelle en avoir discuté il y a une dizaine d'années avec quelqu'un que je connaissais, qui était fonctionnaire européen, etc., et qui était évidemment béat d'admiration devant tout ça, en disant, vous allez remettre quelqu'un qui n'est plus là au pouvoir, je pense que vous avez compris, et vous allez vous en mordre les doigts. Et 10 ans après, bah, on voit le résultat, c'est le chaos en Europe. Les Européens ne croient plus du tout à la construction européenne. Les Allemands sont en train de payer très cher la politique qu'elle a conduite pendant toutes ces années. C'est une véritable catastrophe. Et donc voilà. Et quelque part, je trouve que c'est assez enfin, comique, vous m'avez compris, hein, assez sarcastique, hein, de voir comme ça quelqu'un qui a mis son pays dans une telle situation revenir donner des interviews et des conseils, alors que c'est quelqu'un qui devrait quand même plutôt, disons, garder une attitude modeste, on va dire, et prononcer des paroles aussi, comment dire, aussi grandiloquentes, hein, pour rester poli, c'est quand même assez fou. Je dois avouer que c'est quand même assez incroyable de voir que ça puisse exister en Europe et qu'il puisse y avoir des médias qui relaient ce genre de choses-là. Je trouve ça tout simplement fou et je pense que les gens perdent vraiment la conscience de ce que c'est que la politique, l'histoire, le bon sens, la décence et la dignité. Je pense que vraiment, c'est même plus une question de politique quelque part, hein, mais c'est une question d'intégrité, d'intégrité intellectuelle. Voilà. Et donc, bien entendu, c'est lié au sujet de ce soir, mais je pense que c'est l'Allemagne, on parle de guerre, voilà. Donc, quelque part, il fallait bien introduire le sujet, et c'est comme ça que j'ai décidé de l'introduire. On voit dans Le Parisien les tensions avec la Russie, abri à domicile, cave aménagée, l'Allemagne lance un plan bunker en cas d'attaque. Voilà, c'est très clair. Les citoyens seront également encourager à créer des abris à leur domicile en aménageant leur cave ou leur garage. Qu'est-ce que L'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils craignent en fait? Qu'est-ce qu'ils craignent en cas de tension avec la Russie? Pourquoi, pourquoi faire? C'est important d'analyser ça pour comprendre quelles doivent être éventuellement bah, des mesures de protection à prendre pour nous. Donc, les tensions avec la Russie, abri à domicile, cave aménagée, l'Allemagne lance un plan bunker en cas d'attaque. Donc, quel genre d'attaque? C'est ça en fait le truc. En fait, moi je crois qu'ils ne croient pas trop à une attaque atomique, une bombe atomique. Je pense que c'est plutôt, ils craignent probablement une attaque de type conventionnel, un peu comme ce qui vient de se passer sur Kiev, par exemple, ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça en fait ils disent pas un plan abri anti-atomique, mais un plan bunker. Voilà, c'est l'histoire de, bah voilà, il y a un bombardement qui peut intervenir bah, de différentes façons. Ça peut être soit comme ce qui avait été le missile qui est tombé sur Dniepro, soit éventuellement, ça peut aussi être des drones, mais là le problème c'est que je ne suis pas persuadé que les bunkers servent nécessairement vraiment à grand-chose, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Mais il n'y a pas que les missiles, il y a aussi les drones. Et la question que vous devez vous poser à un moment donné, c'est pas de savoir s'il y aura une guerre ou pas la guerre. Je veux dire,
Si vous pensez il n'y aura pas la guerre, ça sert à rien de monter un bunker. L'affaire est close, c'est terminé. Maintenant, si vous pensez qu'il y a la guerre, il faut savoir un peu, disons, qu'est-ce qui peut se passer de manière à prévoir un peu quel, quel type d'abri monter en fait. Mais avant de continuer, je voudrais quand même vous rappeler la dernière vidéo, enfin non, c'est pas la dernière vidéo, mais une des dernières vidéos que j'ai faites où l'Allemagne disait clairement, voilà, il faut mettre de côté 70 heures de 72 heures de nourriture. Voici un plan des affaires à garder avec soi de manière en cas de guerre. Donc là, on est vraiment embarqué, enfin, dans ce sujet-là, hein. Voilà, il y a un plan de préparation sur les affaires, il y a un plan de préparation sur les abris, et donc c'est quelque chose qui est particulièrement important. Donc pour moi, le plan bunker, c'est vraiment quelque chose avec, on envisage un conflit conventionnel. Mais le truc, c'est auquel vous devez penser, à partir du moment où vous pensez qu'il peut y avoir la guerre, hein, clairement, c'est de ça dont on parle, hein, en cas d'attaque. Quelle peut être la réaction des pays en cas d'attaque? Imaginez, par exemple, vous avez un drone du style Shahid, vous savez, les trucs triangulaires, là, il fait d'une tête, un truc iranien, voilà, en forme de triangle, qui avance lentement, etc., et qui vient s'écraser sur un pays de l'OTAN. En fait, c'est ça. À quel moment vous pensez que l'OTAN ou que le pays attaqué, mais ce sera nécessairement l'OTAN, parce que à ce moment-là, il y aura l'article 5, hein, eh bien, il y a une déclaration de guerre en bonne et due forme. À quel moment ça va se passer? Est-ce que un coup, c'est suffisant? Est-ce qu'il y aura plusieurs coups éventuellement avant de déclencher l'article 5? Et des répliques, hein, parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. De toute façon, j'imagine pas qu'il puisse y avoir, comment dire, une attaque et une réplique sans l'article 5. Ça veut dire nécessairement, il y a un seuil qui doit être franchi. Une fois ce seuil franchi, c'est l'article 5, et à ce moment-là, c'est le conflit généralisé entre la Russie et l'OTAN. Enfin, je veux dire, tel qu'on lit les choses dans les journaux, c'est exactement ça. Donc l'Allemagne a peur, les autorités ont annoncé lundi qu'elles étaient en train de répertorier les bunkers et les abris où la population pourrait trouver refuge en cas d'attaque. C'est quand même chaud, hein. Je ne sais pas s'ils font ça en France, là en ce moment ils sont en train de discuter, de brasser du vent un peu au Parlement, Assemblée nationale. Je ne sais pas s'ils se préoccupent un peu de ça, quoi. Tout bâtiment, propriété qui pourrait servir d'abri, cave, etc. sont en train d'être inventoriés, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il fait quoi chez nous, le ministère de l'Intérieur? Je sais pas trop. Un répertoire numérique de tous les bunkers sera établi afin que les gens puissent les trouver rapidement à l'aide de leur téléphone portable. Bon, faut peut-être penser que si le téléphone portable ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Enfin bon, c'est pas grave. Et c'est important, hein. C'est-à-dire, si vous avez prévu un bunker, un lieu de refuge, une grotte, un immeuble en ruine, n'importe quoi, où vous voulez, ça se prévoit à l'avance. C'est pas le jour où il y a un problème qu'il faut regarder avec son téléphone portable. Il y a beaucoup de chance, ou beaucoup de malchance plutôt, que le téléphone portable marche pas justement ce jour-là. Euh, les citoyens sont également encouragés à créer des abris à leur domicile, en aménageant leur cave ou leur garage, a-t-il continué. Alors, c'est quand même chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent les renforcer avec du béton, qu'ils doivent monter des murs dans les caves. Non. Le quotidien allemand a qualifié ce plan d'offensive bunker. Bon, malheureusement, je peux pas. Il y a marqué. Ok. L'inventaire en cours prendra du temps. 579 bunkers qui pourraient accueillir
480 000 personnes. Ouais, enfin, 83 millions d'habitants, ouais. Datant de la Seconde Guerre mondiale et de l'époque de la guerre froide qui peuvent abriter 480 000 personnes. Depuis le début de la guerre, les autorités ont stoppé les mises en vente des ouvrages fortifiés en leur possession. Ah ouais, carrément. Plus de 300 bunkers avaient été vendus par l'État et ses administrations. Les points clés de ce programme de développement ont été adoptés. Donc voilà, ces menaces surviennent après l'usage par la Russie sur le territoire ukrainien d'un missile balistique de portée intermédiaire conçu pour porter une énergie. Oui, surtout le problème, en fait, c'est qu'avec un missile de ce type, il est, enfin, moi c'est ce que j'ai vu hein, sur les spécialistes des télé, en fait, il est difficilement arrêtable, même pour notre technologie, même à l'heure actuelle. Donc si jamais ça devait partir actuellement de la Russie pour arriver en France, il faudrait, d'après ce que j'ai compris, le plus une vingtaine de minutes. Et donc, si c'était si vous voulez, si c'était un missile avec une charge conventionnelle, donc simplement avec des explosifs à l'intérieur, je ne sais pas à partir de combien de temps, à partir de quel moment il y aurait une entrée en guerre déclarée de manière officielle. Alors, entrée en guerre avec mobilisation, etc. C'est ça, ça aussi, il faut y penser, quoi. Je veux dire, la guerre, c'est comme ça, hein. Ceux qui ont fait leur service militaire, les tensions avec la Russie, abri à domicile, voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Alors il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, c'est intéressant, j'en avais parlé aussi, je crois, la loi fédérale sur la protection impose que chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri anti-atomique situé à proximité de son lieu d'habitation. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'ils construisaient quelque chose, les Suisses, eh ben, il y avait un abri anti-atomique. Et moi, j'en ai vu hein, quand j'étais en Suisse, je travaillais en Suisse, et il y a des amis qui m'ont montré, en fait, là où il y avait l'abri anti-atomique, en fait, ils avaient mis les machines à laver, etc., pour, voilà, pour qu'on ait de la place, en fait. Donc, ils en ont construit pas mal, hein. 300 000 refuges aménagés dans des habitations, institutions et même des abris atomiques. Au total, 8,6 millions de places. Mais les Suisses, ils sont particulièrement. Faut avouer que on devrait vraiment réfléchir un peu à copier ce qu'ils font, les Suisses. Je trouve que moi, ils font vraiment pas mal de choses très bien. Domaine de la survie, bah, ils sont constamment près de la nature. Domaine de la défense, ils ont bah, justement ces fameux abris, mais pas seulement. Ils ont aussi un service militaire qui dure toute la vie. C'est-à-dire que je crois que c'est de je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est d'une vingtaine d'années jusqu'à 40 ou cinquantaine. En fait, ils ont des périodes de service militaire. Alors, c'est pas des périodes de service très longues, hein, c'est genre, je sais pas, 1 ou 2 semaines ou peut-être quelques week-ends ou des choses comme ça. Mais au total, sur une vie, ça fait quand même un certain temps, hein. Et donc voilà, ils s'entraînent. C'est sérieux en plus, hein, c'est vraiment très sérieux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent garder leurs armes avec eux. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps, hein, c'est vrai. Ça fait longtemps que je suis pas retourné en Suisse, mais à l'époque, en tout cas, ils pouvaient, je sais pas si c'est encore le cas, mais garder leurs armes avec eux, quoi. C'est du sérieux. Quelqu'un qui voudrait s'attaquer à la Suisse, bon courage, hein. En plus, avec les montagnes, là, ils sont particulièrement bien protégés. Mais quelque part, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être probablement intéressantes à mettre en place en France, parce que le jour où il y a un problème, euh, voilà, ça permet aussi peut-être de commencer à engager des dépenses sur les dépenses militaires, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, on a quelque chose comme à peu près allez, 250 chars, je crois. 250 chars, je crois qu'en une offensive, en genre 3 semaines, je me rappelle plus dans quelle région, je sais pas si c'était à Koursk ou à Vudovar ou un truc comme ça. Il y a eu 300 chars russes qui ont été cassés en 3 semaines. Donc avec les 250 chars, je ne sais pas où est-ce qu'on irait. Il y a aussi, je crois, à peu près 250 avions. Donc c'est assez terrible en fait. C'est terrible.
Il vaut mieux qu'on soit pas seul, en fait, à se défendre. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes, en tout cas. En France, il y a quand même, ça peut être intéressant, hein, peut-être ça peut valoir le coup de se rapprocher, en fait. Là, il y a apparemment l'UNDA, Comité national de défense aérienne et de sauvetage. Est-ce que ça a été maintenu, cette idée? Euh, voilà, dans ce but que l'UNPC fonde le Conseil national de la protection. En fait, ça, c'est lié à la protection civile. Donc peut-être ce genre de truc-là existe. Mais tous les, malgré tout, en fait, on parle de défense passive. Donc quand on parle de survie en temps de guerre, c'est effectivement bah, la défense passive. Donc ça veut dire il faut connaître en fait bah, les endroits, hein, déjà, il y a les alertes. Donc les alertes, hein, normalement, c'est testé en France tous les mercredis à midi, tous les premiers mercredis du mois à midi, mais je sais pas si ça existe encore en fait. Je crois que ça a été supprimé. Normalement, vous devez entendre les sirènes. Premier mercredi du mois à midi, c'est le test des sirènes d'alarme en fait, ni plus ni moins. Bah, alerte aux populations, voilà, c'est exactement ça. Euh, donc aux États-Unis et puis la France. Donc voilà, il y a un sujet sur la France, message d'alerte. Là, vous avez tout le détail des messages d'alerte. Donc ça, c'est important, hein. C'est important parce qu'il faut savoir. En fait, vous avez différents tons. Vous voyez, en 2013, on estime que 78% des personnes ne savent pas quoi faire lorsque les sirènes retentissent lors d'essais. Bah oui. Même des fois, c'est assez angoissant, en fait, le bruit des sirènes. Et là, vous avez tout un tas de consignes, en fait. Vous avez FR Alert sur les téléphones mobiles. Mais le problème du téléphone mobile, c'est que déjà, on le voit par exemple avec le piratage des opérateurs télécoms Free et SFR, bah, c'est que le problème, c'est s'il y avait un conflit, vous n'êtes pas sûr en fait que ça marche toujours. Donc c'est vraiment la haute technologie, parce que mine de rien, les téléphones mobiles, c'est quand même de la haute technologie. Quand il y a un conflit, il faut vraiment s'en méfier comme de la peste, parce que le problème, c'est que ça peut tomber très facilement en panne. Ça peut être visé par des virus, parce que bah voilà, c'est comme ça n'a pas été prévu, tout le monde s'en fiche en temps de paix ou voilà, normalement, donc tout le monde s'en fiche. Donc et il y a des virus et bah, ces trucs-là, ils deviennent inopérants. C'est trop tard pour pleurer. Donc à ce moment-là, il faut se référer à un système d'alerte qui est un système d'alerte bah, classique, hein, euh, qui est un système avec des sirènes. Et puis, bah, il faut savoir à quoi ça correspond. Donc, il y a là en fait normalement, si je fais jouer le fichier, voilà, je vais le plus fort. On se croirait reparti dans le film de guerre des années 40. Donc voilà, quand vous entendez ça, à ce moment-là, bah, c'est indiqué là-dedans, hein. Faut regarder en fait, hein, de manière très précise. Je ne vais pas vous le faire parce que c'est pas, je ne peux pas prendre cette responsabilité. C'est Wikipédia, donc il faut regarder sur des trucs officiels en fait. Il faut regarder sur des fiches, code de la sécurité intérieure, etc. Voilà, il y a des fiches qui existent. Alors peut-être que c'est marqué, où est-ce que vous pouvez, voilà, c'est défini par un arrêté. Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte.
Voilà, vous avez la loi, etc. Donc, les modalités particulières d'essai, etc. C'est euh, c'est expliqué à quoi ça sert et comment c'est fait. Très bien. Donc ça, c'était les sirènes, hein, l'alerte, parce que avant de pouvoir se protéger, il faut être prévenu. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez le téléphone, vous avez, pardon, pas le téléphone, vous avez éventuellement si vous pouvez avoir un téléphone, par exemple, qui n'est pas un smartphone, un truc vraiment de base, qui ne peut pas être infecté par le virus. Bon, il y a encore le problème, si vous voulez, du réseau de télécom, qui peut être en panne. Ah, ça, c'est vraiment un souci. Mais un téléphone, par exemple, comme les anciens 3310 là, de chez Nokia ou des trucs comme ça, vraiment préhistoriques pratiquement, des trucs solides avec de l'électronique solide à l'intérieur. Bon, normalement, ça peut aussi être utilisé pour recevoir des SMS qui vont prévenir d'une alerte donc ou même de coups de téléphone. Vous avez les radios, on a souvent montré hein, dans les chaînes YouTube de survivalistes, hein, vous avez des radios AM, FM, enfin vraiment des trucs de base, quoi. Et il faut choisir des trucs qui soient solides. C'est toujours pareil, c'est vraiment important. Faut pas chercher à avoir le dernier truc à la mode. Il faut vraiment des trucs qui soient solides parce qu'il faut que ça dure. Si jamais il y a un conflit, il peut y avoir des problèmes. Je veux dire, vraiment, si on pense qu'on a un conflit qui est devant nous, à un moment donné, vous pouvez être à peu près sûr que vous aurez plus beaucoup de composants électroniques. Si vous avez un conflit entre bah, l'OTAN et la Russie, par exemple, au terme conventionnel, vous pouvez être à peu près sûr que les routes vers la Chine, par exemple, et tout ce qui est les routes vers l'Asie, d'approvisionnement en composants électroniques, ça marchera très mal. Donc à ce moment-là, ça sera, ça sera très difficile de renouveler des composants électroniques et ce type d'équipement. Donc il vaut mieux l'avoir avant. Je peux faire des vidéos sur le sujet, hein, c'est mon domaine. Donc. Il y a la construction d'abris souterrains et recensement de lieux pouvant servir d'abri, métro, cave. Ouais. Le métro, bon, ça peut être intéressant. Le problème des métros dans Paris, par exemple, c'est éventuellement les inondations. Donc, ça peut être problématique. Dans d'autres villes aussi, je veux dire, où vous avez la rivière qui passe pas loin, si jamais il y a un bombardement qui tombe au mauvais endroit, ça peut être assez désagréable. Pour les caves, pour les caves, il faut vérifier que le bâti soit vraiment solide. En fait, c'est ça le problème, parce que ça suffit pas de dire, bah, il y a une cave là. Il faut regarder, est-ce que le bâtiment tient debout? Il y a pas mal de bâtiments comme à Paris, par exemple, dans des villes, voilà, où le bâti est assez ancien, où on peut vraiment se poser la question de la solidité des murs. Alors, je veux dire, la solidité des murs, et même du gros œuvre, en fait, et même donc de ce qu'il y a sur les caves, en fait. C'est surtout ça le principe, hein. Il faut vraiment se poser la question, ça a été tellement longtemps, etc. Il n'y a pas eu beaucoup de bombardements sur Paris, donc c'est du bâti très ancien, en fait. Et donc, bah, s'il y a des caves, probablement il doit y avoir des travaux à faire, euh, pour bétonner, etc., de manière à pouvoir protéger vraiment si vous avez un écroulement. Alors, si la bombe tombe directement sur le bâtiment, bah, là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si ça tombe pas loin ou si ça tombe à quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres, bah, il faut que l'écroulement du bâtiment, en fait, puisse pas faire écrouler la cave qui se trouve en dessous. Même le principe du truc. Sinon bah, il faut penser à voir ailleurs, mais moi, je pense que pour renforcer à ce moment-là, pour renforcer la cave, et qu'on habite n'importe où, je veux dire, dès qu'on habite dans des agglomérations un peu importantes, susceptibles d'être atteintes par des bombardements. Une attaque, c'est ça, hein, euh, eh ben, c'est nécessaire de
faire ça sérieusement et de regarder le bâti. Il y a information et sensibilisation de la population sur la conduite à tenir en cas d'alerte, extinction des feux, ouais, ah oui, occultation des fenêtres. Ça, c'est particulièrement important quand vous êtes en temps de conflit. Le jour où il y a un truc comme ça qui tombe sur un pays occidental, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ce type de mesures. Et c'est généralement des mesures qui sont appliquées de manière très dure. Donc ça veut dire vraiment, il faut y penser avant, euh, peut-être pour prévoir des endroits où... Alors, extinction des feux, bah, j'imagine c'est les feux extérieurs. Et ça veut dire il faut prévoir des pièces dans lesquelles bah, vous pouvez allumer la lumière, mais où la lumière peut pas aller à l'extérieur. Euh, à certaines époques, hein, pas pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça, c'était des tirs dans les fenêtres qui n'étaient pas... Se diriger vers l'abri le plus proche qu'on aura repéré avant. Et puis l'utilisation des moyens de protection individuelle en cas d'attaque chimique, gaz, etc. Ça, c'est un problème, parce que, mais ça, c'est une question éventuellement à poser aux politiques, hein. À un moment donné, ça a été restreint en France. Le problème de ça, c'est que un masque à gaz, considéré comme une arme de catégorie D. Le truc est hallucinant, quoi. Je veux dire, on n'a plus le droit d'avoir un couteau. Le truc est juste hallucinant, quoi. Et avoir un casque, un masque de protection contre les attaques chimiques, c'est une arme de catégorie D. Normalement, c'est interdit à la possession en France. Si jamais on envisage, comme c'est le cas actuellement, si on envisage qu'il puisse y avoir des attaques, peut-être que ça doit être changé de manière à ce que les gens puissent se protéger justement en cas d'attaque chimique. Que on sait comment ça commence, une guerre, on ne sait jamais comment ça se termine et combien de temps ça dure. La notion par la suite évolué, etc. Donc voilà, c'est. Je voudrais rajouter quand même peut-être un peu de deux ou trois choses. Je pense qu'il y a aussi, à partir du moment où on considère qu'on a besoin d'aller dans les abris, donc ça veut dire la situation, faut s'imaginer, hein, la situation, elle devient vraiment sérieuse. Vraiment, ça devient vraiment un problème. À ce moment-là, ça veut dire que c'est pas suffisant d'avoir un abri, parce que l'abri c'est bien, mais faut aussi avoir un casque, par exemple, pour descendre dans l'abri. Ça paraît bête comme ça, mais un casque c'est vraiment important. C'est pas seulement si il y a quelque chose qui tombe directement sur l'abri, mais dans ces situations-là, vous êtes dans des situations de panique. Quand les gens se précipitent dans les abris, ben, nécessairement, ils le font rapidement et puis bah, vous pouvez vous prendre la tête dans le mur de pierre, etc., qui éventuellement peut ne pas être très haut ou vous faire mal quelque part, etc. Et donc, bah, c'est pas une bonne idée, quoi. Je veux dire, vous avez au contraire besoin de vos moyens. Donc, le casque, c'est quelque chose de vraiment important. Il peut y avoir aussi le fait d'être dans les abris, vous pouvez avoir besoin de passer la nuit dans les abris. À ce moment-là, c'est nécessaire, je pense, par personne. Ça coûte pas tellement cher. Vous pouvez trouver ça dans les surplus militaires. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Vous pouvez acheter un sac de couchage. Un sac de couchage. Vous n'êtes même pas sous nos latitudes. Vous n'êtes même pas obligé de prendre un truc en duvet. Vous prenez un truc en matière synthétique, c'est très bien. Et ça vous permet de passer la nuit tranquille au chaud. Et aussi, il y a, à mon avis, un truc qui me paraît indispensable à rajouter à ça, c'est une couverture de laine. Ça peut toujours être utile, voilà, pour une raison ou pour une autre. Je ne dis pas bon, il y a la couverture de survie, etc. Ça peut tout être avec tout, mais ça pèse rien. Mais une couverture de laine, c'est pas mal aussi parce que ça peut permettre, bah, je sais pas, en cas de nécessité,
ça peut valoir aussi le coup de mettre dans la réserve, bah, je sais pas, quoi manger, des choses qui durent longtemps. Là encore, sur la chaîne, vous allez trouver des rations de survie, etc. Bah, ça peut être intéressant d'avoir ça pour faire passer le temps, etc. Donc voilà en fait de quoi je voulais vous parler. Je pense que la vidéo, elle est peut-être, ah oui, elle est suffisamment longue. Donc, bah écoutez, si le sujet, plus de choses sur ce sujet, ça peut vous intéresser, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, je le ferai avec plaisir. Moi, je pense que j'ai pas d'idée sur la question. Clairement, je sais pas. Franchement, j'ai vraiment pas d'idée sur la question. Pas dire ça se passera jamais, je peux pas dire ça se passera. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être étudiées et qui peuvent être mises en place de manière simple. Et puis, bah, si rien ne se passe, bah, tant mieux. Et puis voilà, c'est un peu comme une assurance, ce genre de prévision, hein. C'est, on prévoit, on se prépare. C'est comme une assurance, on paye. Et puis, bah, si ça se passe pas, bah, on est très content que tout soit tranquille, on a dépensé de l'argent pour rien, mais c'est pas grave. Parce que si jamais, par contre, il se passe quelque chose, bah là on est très content en fait d'avoir dépensé l'argent. Il y a pas de... Ça peut être l'occasion d'apprendre des choses intéressantes, d'apprendre des choses nouvelles. On peut toujours apprendre de tout et même de la préparation de ce genre de... Voilà, bah si, il y a peut-être encore une chose que je voudrais quand même préciser à un moment donné. Sur cette chaîne, il y a deux sujets. Il y a un sujet que j'aborderai jamais. Je dis ça de manière très claire dès le départ. Je l'ai probablement déjà dit auparavant. Ce sont les armes. C'est vraiment le sujet, que ça soit de n'importe quel type, je n'aborderai pas ça. Cet été, donc il y a quelques mois, j'ai publié deux vidéos. Il y en avait une sur laquelle je présentais un petit couteau qui était grand comme la moitié du pouce, hein, comme le pouce. Enfin, je plaisante pas, hein, c'est vraiment un tout petit couteau de rien du tout, voilà, grand comme le pouce. C'est un peu un gadget ou un truc comme ça. Donc j'avais pris une photo, tout ça. La vidéo s'est fait massacrer par l'algorithme. Bon, il n'y a pas beaucoup de visites sur la chaîne, on est d'accord, mais par rapport au reste, quand même, elle s'est fait massacrer. Et puis j'ai présenté aussi un espèce de peigne avec des lames de rasoir qui permet de raccourcir les cheveux facilement. Là encore, le lame de rasoir, truc coupant, machin, truc comme ça, j'ai l'impression que ça n'a pas passé. La vidéo s'est fait blaster aussi. Donc maintenant, voilà, je ferai rien dans ce genre-là. Après tout, il y a d'autres chaînes qui le font très bien. Il n'y a pas besoin que je rajoute ça sur ce. Mais par contre, il y a d'autres sujets que je peux traiter et qui ne sont pas nécessairement traités sur d'autres chaînes, comme par exemple bah, la tech en mode survie, etc. Et ça peut être un sujet qui est très intéressant. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.